imagination et réflexion. Cette modification distingue l'originalité de l'inspiration du détail spécifique dans lequel elle semble posséder sa substance, jette une lumière sur l'imagination, son organon. Sous l'emprise de la croyance au sujet en tant que successeur du créateur, elle était considérée comme égale à l'aptitude à produire, comme à partir du néant une réalité artistique est déterminée. Son concept vulgaire, celui de l'invention absolue, est le corrélat exact pour un idéal scientifique des temps modernes, en tant qu'idéal de la reproduction stricte de quelque chose déjà existant. Ici, la division bourgeoise du travail a creusé un fossé qui sépare autant l'art de toute médiation à l'égard de la réalité qu'il coupe la connaissance de tout ce qui est susceptible de transcender cette réalité. Ce concept d'imagination ne fut jamais vraiment essentiel aux œuvres d'art importantes. L'invention, par exemple, d'êtres imaginaires dans les plus récents arts plastiques est secondaire. L'inspiration musicale subite, indéniable comme moment, est impuissante, tant qu'elle ne survole pas par ce qu'il en advient sa pure existence. Si tout dans les œuvres d'art, et même ce qu'elles contiennent de plus sublime, est enchaîné à l'existant auquel elles s'opposent, l'imagination ne peut être la simple capacité d'échapper à l'existant en posant un non-étant comme s'il existait. L'imagination repousse plutôt ce que les œuvres d'art absorbent de l'existant dans des constellations par lesquelles elles deviennent l'autre de l'existence, même si ce n'est que par sa négation déterminée. Si l'on cherche, comme le disait la théorie de la connaissance, à se représenter dans une fiction imageante un quelconque objet purement non-étant, on ne réalisera pas ce qui, dans ses éléments et même dans les moments de sa cohérence, serait réductible à n'importe quel étant. Ce n'est que sous l'emprise de l'empirisme total qu'apparaît ce qui s'y oppose qualitativement, mais uniquement comme un état de second ordre sur le modèle du premier. Ce n'est que par l'étant que l'art transcende en non-étant. Sinon, il devient la projection impuissante de ce qui, de toute manière, est. En conséquence, l'imagination dans les œuvres d'art n'est aucunement limitée à la vision subite. Pas plus que la spontanéité ne peut en être détachée, elle ne peut être le plus proche de la création ex nihilo, l'un et le tout des œuvres d'art. De l'imagination peut bien jaillir en premier lieu un élément concret, surtout chez les artistes, dont le processus de production conduit de bas en haut. De même, cependant, l'imagination agit dans une dimension qui paraît abstraite à l'idée préconçue, dans une ébauche quasiment vide, qui ne peut ensuite être remplie et complétée que par le travail contraire, d'après ce préjugé à l'imagination. Même l'imagination spécifiquement technologique n'existe pas d'aujourd'hui. Ainsi, dans le style de composition de l'adagio, de quintet à cordes de Schubert, et dans les jeux de lumière des pièces d'eau de Turner, l'imagination est également et essentiellement l'utilisation illimitée des possibilités de solutions qui se cristallisent au sein d'une œuvre d'art. Elle n'est pas seulement contenue dans ce qui vous apparaît comme étant et simultanément comme reste d'un étant, mais beaucoup plus peut-être dans la modification de l'étant. La variante harmonique du thème principal dans la coda de la première partie de la Passionata, avec l'effet de catastrophe de l'accord de septième diminué, n'est pas moins le produit de l'imagination que le thème de l'accord parfait dans la structure en attente et qui ouvre le morceau. Il ne faut pas exclure d'un point de vue génétique que cette variante qui décide de la totalité fut l'inspiration première et que le thème, dans sa forme primaire, agissant pour ainsi dire rétrospectivement, en fut dérivé. Aucune réalisation plus mince de l'imagination qui consisterait dans les parties ultérieures de la longue partition, du premier mouvement de l'héroïque, a passé à des périodes harmoniques et lapidaires, comme si désormais le temps manquait pour un travail de différenciation. La substantialité de l'inspiration particulière dut diminuer avec le primat croissant de la construction. L'expérience des artistes selon laquelle l'imagination se laisse commander témoigne de l'étroite liaison du travail et de l'imagination. Leur divergence est toujours un échec. Les artistes éprouvent dans l'arbitraire du non volontaire ce qui les distingue des dilettantes. Même subjectivement, l'immédiateté et le média sont, sur le plan esthétique comme sur celui de la connaissance, médiatisés l'un par l'autre. D'un point de vue non génétique, et selon sa constitution, l'art est l'argument le plus violent contre la séparation qu'opère la théorie de la connaissance entre la sensibilité et l'entendement.
La réflexion est capable au plus haut point d'imagination. La conscience détermine de ce dont une œuvre d'art a besoin à un endroit précis en est une preuve. Le fait que la conscience tue et dans l'art doit en fournir un témoignage principal, un cliché aussi nié qu'au courant. Même l'élément dissociant de la réflexion, ce moment critique, est fructueux dans le retour sur soi-même de l'œuvre d'art qui élimine ou modifie l'insuffisant, l'informé et l'incohérent. Inversement, ce qui est esthétiquement absurde a son fondement in re fundamentum in re. Le manque d'œuvres d'art possédant une réflexion immanente, contenant par exemple des répétitions faisant fi des effets abrutissants, est mauvaise dans les œuvres d'art la réflexion qui les gouverne de l'extérieur, les violente. Mais on ne peut subjectivement suivre ce vers, quoi qu'elles veulent aller d'elles-mêmes autrement que par la réflexion, et la force qui y conduit est spontanée. Si toute œuvre d'art implique un ensemble de problèmes vraisemblablement aporétiques, cela ne fournirait pas la définition la plus médiocre de l'imagination. En tant que faculté de découvrir dans l'œuvre d'art des commencements et des solutions, l'imagination peut être appelée le différentiel de la liberté au sein de la détermination. Objectivité et réification. L'objectivité des œuvres d'art n'est guère, comme n'importe quelle vérité, une détermination résiduelle. Le néoclassicisme s'est trompé en s'imaginant atteindre un idéal d'objectivité qui s'était présenté à lui dans des styles passés qui paraissent obligatoires en niant abstraitement dans une procédure elle-même décrétée et réalisée subjectivement le sujet dans l'œuvre et en se préparant l'imago d'un en-soi sans sujet qui caractérise le sujet non éliminable désormais par aucun acte de la volonté, uniquement par des détériorations. La limitation par une rigueur qui copie des formes hétéronomes passées depuis longtemps obéit précisément à l'arbitraire subjectif qu'elle doit dompter. Valéry esquisse ce problème, mais ne le résout pas. La forme simplement posée et choisie, que Valéry lui-même défend de temps en temps, est aussi contingente que le chaotique et le vivant qu'il méprise. L'aporie de l'art contemporain ne peut être résolue par une attache volontaire à l'autorité. Au stade du nominalisme radical, il est clair qu'il serait possible d'accéder à quelque chose comme l'objectivité de la forme, contrecarrée par une clôture artificielle. Cette tendance était contemporaine du fascisme politique dont l'idéologie laissait précisément croire qu'un État débarrassé de la misère et de l'insécurité des individus, à l'époque du capitalisme tardif, pouvait être attendu de la démission du sujet. En fait, elle se produisit sous l'égide de sujets plus puissants. Même dans sa faillibilité et sa faiblesse, le sujet qui contemple n'a pas à céder simplement à l'exigence d'objectivité. Un argument très convaincant en témoigne. Sinon, le béotien, le pédant qui, comme table rase, laisse l'œuvre d'art produire sur eux son effet, serait le plus qualifié pour la comprendre et la juger. Le non-musicien serait le meilleur critique musical. À la manière dont l'art lui-même se réalise, sa connaissance se réalise aussi dialectiquement. Plus le contemplateur y met du sien, plus l'énergie avec laquelle il pénètre dans l'œuvre d'art est considérable, plus il perçoit l'objectivité à l'intérieur. Il prend part à elle lorsque son énergie, y compris celle de sa projection subjective, détournée, disparaît dans l'œuvre d'art. Le détour subjectif peut totalement passer à côté de l'œuvre d'art, mais dans le détour, aucune objectivité n'est perçue. Chaque étape vers la perfection des œuvres d'art est un pas vers leur auto-aliénation, et cela ne cesse de renouveler dialectiquement l'apparition de ces révoltes qu'on caractérise, bien que toujours trop superficiellement, de révoltes de la subjectivité contre le formalisme, quel qu'il soit. L'intégration croissante des œuvres d'art, leur exigence immanente, constitue leur contradiction immanente. L'œuvre d'art qui résout sa dialectique immanente la reflète simultanément comme réconciliée dans la solution. C'est ce qu'il y a d'esthétiquement faux dans le principe esthétique. L'antinomie de la réification esthétique est également antinomie entre l'aspiration métaphysique, aussi déçue soit-elle des œuvres d'échapper au temps, et le caractère éphémère de tout ce qui, dans le temps, subsiste en permanence. Les œuvres d'art deviennent relatives, car elles sont contraintes de s'affirmer comme absolues. Cette réflexion que Benjamin fit un jour, lors de l'entretien, il n'y a pas de rédemption pour les œuvres d'art, est une allusion à cela. La révolte permanente de l'art contre l'art possède son fundamentum in re. S'il est essentiel aux œuvres d'art d'être des choses, il aurait tout aussi essentiel de nier cette causalité. C'est ainsi que l'art se tourne contre l'art. L'œuvre d'art complètement objectivée se figerait en une simple chose qui, échappant à son objectivation,
régresserait en émotions impuissantes et subjectives et sombrerait dans le monde empirique. Pour une théorie de l'œuvre d'art, l'expérience artistique est un processus. Le fait que l'expérience des œuvres d'art ne soit adéquate que comme expérience vivante en dit beaucoup sur le rapport du contemplant et du contemplé, sur la catexis psychologique comme condition de la perception esthétique. L'expérience esthétique est vivante depuis l'objet. Dans l'instant où les œuvres d'art, sous son regard, deviennent elles-mêmes vivantes. Tel est l'enseignement symbolique de Georges dans le poème Le Tapis, art poétique, qui donne son titre à un volume de ses œuvres. Par l'immersion contemplative, le caractère processuel immanent de l'œuvre est libéré. En parlant, l'œuvre devient quelque chose qui se meut en soi. Ce qui, dans l'artefact, peut s'appeler l'unité de son sens, n'est pas statique, mais processuel. Résolution des antagonismes que toute œuvre d'art renferme nécessairement. C'est pourquoi l'analyse n'approche le vol d'art que lorsqu'elle saisit de manière processuelle le rapport des moments entre eux, non pas lorsqu'elle l'a réduit par la décomposition d'un des éléments soi-disant originels. Que les œuvres d'art ne soient pas un être, mais un devenir est technologiquement compréhensible. Leur continuité est téléologiquement exigée par les moments particuliers. Ils ont besoin de cette nécessité et en sont capables en vertu de leur imperfection, le plus souvent de leur insignifiance. Par leur constitution, les œuvres sont en mesure de se transformer en leur autre, d'y persister, d'y sombrer et de déterminer par leur déclin ce qui leur succède. Cette dynamique immanente est en quelque sorte un élément d'ordre supérieur de ce que sont les œuvres d'art. Si tant est que l'expérience esthétique ressemble à quelque chose, c'est à l'expérience sexuelle à son point culminant. La manière dont celle-ci, l'image aimée, se modifie, dont le figé s'associe à ce qu'il y a de plus vivant, est pour ainsi dire l'archétype incarné de l'expérience esthétique. Mais les œuvres prises individuellement ne sont pas seules à posséder un dynamisme immanent. Celui-ci existe aussi dans leurs relations réciproques. Le rapport de l'art est historique seulement par les œuvres particulières, immobiles en soi, non pas par leurs relations extérieures, ou même par l'influence qu'elles peuvent exercer l'une sur l'autre. C'est la raison pour laquelle l'art se moque de la définition valable. Ce par quoi il se constitue comme être et soi-même dynamique, comme comportement tendant vers l'objectivité, qui reflue aussi bien de lui qu'il prend position à son égard et le maintient modifié en lui. Les œuvres d'art synthétisent des moments incompatibles, non identiques, se heurtant les uns des autres. Elles recherchent vraiment et processuellement l'identité de l'identique et du non-identique, car même leur unité est moment et non pas formule magique de la totalité. Le caractère processuel des œuvres d'art se constitue en ce que, comme artefacts de fabrication humaine, elles ont a priori leur place dans le royaume indigène de l'esprit, mais pour devenir véritablement identiques à elles-mêmes, elles ont besoin de leur non-identique, de leur hétérogène, de ce qui n'est pas déjà formé. La résistance contre elles de leur altérité, à laquelle elles sont cependant condamnées, les détermine à articuler leur langage formel et à ne laisser traîner aucune tâche, si petite soit-elle, qui ne soit pas formée. Cette réciprocité constitue leur dynamique, le caractère inconciliable de l'antithèse qui fait dans cette dynamique que cette dynamique ne s'apaise dans aucun être. Les œuvres d'art ne sont œuvres d'art qu'en acte, parce que leur tension ne culmine pas dans la résultante d'une pure identité avec l'homme de ses pôles. D'un autre côté, ce n'est qu'en tant qu'objet fini et figé qu'elles deviennent le champ de force de leur antagonisme. Sinon, les forces enquistées convergeraient ou divergeraient de leur nature paradoxale, l'équilibre se nie elle-même. Leur mouvement doit s'arrêter et devenir visible par son arrêt. Mais le caractère processuel immanent des œuvres d'art est objectif avant même qu'elles prennent un parti quelconque. Le procès qu'elles intentent contre l'élément qui leur est extérieur, contre le pur existant est objectif. Toutes les œuvres d'art, même les œuvres affirmatives, sont a priori polémiques. L'idée d'une œuvre d'art conservatrice contient quelque chose d'absurde. En se séparant de manière emphatique du monde empirique, de leur autre, les œuvres d'art témoignent que ce monde lui-même doit devenir autre chose, schéma non conscient de sa transformation. Même chez les artistes qui se meuvent dans une sphère de l'esprit en apparence non polémique, et que la convention admet comme pure, par exemple chez Mozart, le mouvement polémique, exception faite des sujets littéraires, qu'il choisit pour ses grands opéras, est central, ainsi que la violence de la distanciation qui implicitement condamne la pauvreté et la fausseté de ce dont elle se distancie. La forme acquiert chez lui sa violence comme négation déterminée.
La réconciliation qu'elle rend présente possède sa douceur douloureuse, car la réalité jusqu'alors l'a refusée. La détermination de la distance, comme vraisemblablement celle du classicisme, convaincu qu'il ne joue pas gratuitement avec lui-même, concrétise la critique de ce qui est repoussé. Ce qui crisse dans les œuvres d'art, c'est le bruit provoqué par la friction des moments antagonistes que l'œuvre cherche à concilier. C'est en premier lieu l'écriture, car comme dans les signes du langage, l'élément processuel des œuvres se chiffre dans leur objectivation. Ce caractère processuel des œuvres d'art n'est pas autre chose que leur noyau temporel. Si pour elle la durée devient intention, de sorte qu'elle rejette ce qu'elle croit éphémère et s'éternise d'elle-même, soit par des formes pures et rigoureuses, soit par exemple par le caractère néfaste de l'universalité humaine, elles raccourcissent leur vie et activent la pseudomorphose au concept qui, ensemble constant de réalisations changeantes, ambitionne précisément d'après sa forme ce statisme intemporel contre lequel lutte le caractère de tension